En juillet 1996, 5 amis de Lyon ont disparu sur la route des vacances, quelque part sur la route nationale 89. Antoine, Chloé, Mathieu, Sophie et Julien n'ont jamais atteint leur destination. Pendant 11 longues années, leur sort est resté l'un des plus grands mystères non résolus de France, une plaie ouverte pour leur famille qui refusait d'abandonner tout espoir. Les théories allaient de la fugue volontaire à l'accident tragique, sans qu'aucune preuve ne vienne jamais étayer l'une ou l'autre. L'affaire a été classée, les visages souriants sur les affiches ont jauni, et le silence s'est installé. Jusqu'à ce qu'une simple valise, retrouvée par hasard dans les décombres d'une station-service abandonnée, ne révèle une vérité bien plus sombre et complexe que tout ce que les enquêteurs et les proches avaient pu imaginer pendant cette décennie de questions sans réponse. Comment est-il possible que la vérité soit restée enfouie si longtemps, si près de tous, à la vue de chacun, dissimulée derrière la façade d'une communauté rurale ordinaire? Comment une route nationale fréquentée a-t-elle pu devenir le théâtre d'un crime parfait, effaçant 5 vies de la surface de la Terre sans laisser la moindre trace exploitable pour les autorités? Avant de vous raconter comment un simple appareil photo jetable, trouvé dans cette valise, a mis au jour une conspiration meurtrière qui impliquait bien plus qu'un simple fait divers. Commentez ici de quelle ville vous nous regardez, et abonnez-vous à notre chaîne. Croyez-moi, vous n'allez pas vouloir manquer l'enchaînement des événements que cette découverte, 11 ans plus tard, a déclenché dans la quête de justice pour ces jeunes gens. Tout avait pourtant commencé dans la joie et l'insouciance. Nous sommes le 26 juillet 1996. À Lyon, l'excitation est palpable. Antoine, 22 ans, étudiant en droit et organisateur du voyage, vérifie une dernière fois la pression des pneus de sa Peugeot 205 rouge. À ses côtés, Chloé, 21 ans, l'artiste du groupe, esquisse déjà dans son carnet les futures tenues qu'elle portera aux fêtes de Bayonne. Mathieu, l'ingénieur pragmatique, s'assure que les sacs sont bien arrimés. Sophie, la sœur cadette de Chloé, et Julien, le cousin d'Antoine, sont impatients de partir pour ce qui s'annonce comme l'aventure de leur été. Leurs parents leur donnent les dernières recommandations, des étreintes, quelques billets glissés discrètement dans une poche. La voiture, chargée de tentes, de sacs de couchage et de rêves, démarre, laissant derrière elle une image de bonheur simple, une image qui deviendra le dernier souvenir tangible pour leur famille. Le voyage se déroule sans encombre pendant les premières heures. Les paysages de la France rurale défilent par la fenêtre, au son d'une compilation enregistrée sur une cassette audio. L'ambiance est à la fête avant l'heure. Vers la fin de l'après-midi, Antoine s'arrête à une cabine téléphonique sur une aire de repos de la N89, en Corrèze. Il appelle sa mère, comme promis. La conversation est brève, rassurante. Il lui dit que tout va bien, mais que la voiture a commencé à faire un bruit étrange, et qu'ils vont s'arrêter au prochain garage pour vérifier. Il promet de rappeler depuis la prochaine ville pour donner des nouvelles. Cet appel sera le dernier signe de vie du groupe. La mère d'Antoine attendra le second appel toute la soirée, puis toute la nuit, un pressentiment grandissant dans son cœur. Le téléphone ne sonnera plus jamais. Quelques jours plus tard, l'inquiétude se transforme en panique. Les 5 amis ne sont jamais arrivés à l'appartement qu'ils avaient loué à Bayonne. Les familles, unies dans l'angoisse, signalent leur disparition. Les premières recherches de la gendarmerie locale aboutissent rapidement à une découverte. La Peugeot 205 rouge est retrouvée, garée sur un chemin de terre isolé, à quelques kilomètres d'une vieille station-service délabrée. Les portières ne sont pas verrouillées. À l'intérieur, les enquêteurs ne trouvent aucun signe de lutte. Pas de sang. Rien qui puisse indiquer un acte de violence. Cependant, les clés sont sur le contact, et tous les bagages, les tentes, les affaires personnelles des jeunes gens, ont disparu. C'est comme si le groupe S était simplement volatilisé, emportant ses valises pour continuer la route à pied, une hypothèse absurde qui va pourtant orienter les premières investigations. L'enquête initiale, menée par la brigade locale, est un échec cuisant qui scellera le destin de l'affaire pour la décennie à venir. Manquant de moyens et peut-être de volonté, les gendarmes privilégient la thèse de la fugue collective. Après tout, il s'agit de jeunes gens en route pour l'un des plus grands festivals de France, un lieu où tout est permis. Peut-être ont-ils décidé de tout plaquer pour vivre une aventure, influencés par Julien, le cousin au passé un peu trouble. Cette théorie, confortable pour les autorités, est une torture pour les familles. Elle décrédibilise leur angoisse et criminalise leurs enfants disparus. Pendant que les enquêteurs perdent un temps précieux à vérifier des signalements fantaisistes à Bayonne ou à explorer la piste d'une secte, les véritables indices, s'il y en a jamais eu, se refroidissent et disparaissent sous la poussière du temps. Pour les familles, les années qui suivent sont un véritable enfer.
La douleur de la perte est aggravée par l'incertitude, ce vide constant qui empêche tout deuil. Le père d'Antoine, un homme autrefois plein de vie, quitte son travail pour se consacrer entièrement à la recherche de son fils. Il parcourt la France, placardant des affiches, interrogeant des inconnus, s'accrochant au moindre espoir, ruinant sa santé et son mariage dans cette quête obsessionnelle. La mère de Chloé et Sophie, elle, sombre dans une profonde dépression. Elle refuse de changer quoi que ce soit dans la chambre de ses filles, laissant leurs vêtements et leurs livres, exactement comme elle les avait laissés, comme si elles allaient rentrer d'un jour à l'autre. Ensemble, les familles créent l'association Les Yeux sur la route. Mais l'attention médiatique s'estompe, le dossier est officiellement classé sans suite, et il se retrouve seul face à un mur de silence. Les pistes se succèdent, toutes plus douloureuses les unes que les autres, mais n'aboutissent jamais. Un témoin pense les avoir vus dans un bar à Biarritz, une semaine après leur disparition. Une enquête est lancée, mais il s'agit d'une erreur. Une lettre anonyme accuse Julien d'avoir entraîné le groupe dans un trafic de drogue qui aurait mal tourné. La police explore cette piste pendant des mois, fouillant le passé du jeune homme, ne trouvant que des délits mineurs sans rapport avec une affaire d'une telle gravité. Chaque nouvelle théorie est un coup de poignard pour les familles, qui voient leurs enfants dépeints comme des fugueurs irresponsables ou des délinquants. La frustration envers le système judiciaire grandit. Ils ont le sentiment que personne ne cherche vraiment la vérité, que tout le monde s'est contenté de l'explication la plus simple pour clore un dossier dérangeant. La station-service près de laquelle la voiture a été retrouvée devient un point de fixation pour certains membres des familles. Était un établissement isolé, tenu par un homme bourru et son fils, connu dans la région pour son tempérament violent. Le père d'Antoine s'y rend à plusieurs reprises, posant des questions, se heurtant à un mur d'hostilité. Le propriétaire, un certain Marcel Dubois, le menace et lui ordonne de ne plus jamais remettre les pieds sur sa propriété. Les gendarmes, informés de ses soupçons, interrogent brièvement les Dubois, qui fournissent un alibi solide. Ils étaient à une fête de village le soir de la disparition. Sans preuve matérielle, la piste est abandonnée. La station-service finira par fermer quelques années plus tard, tombant en ruine et emportant avec elle ses secrets, du moins le croyait-on. Les années passent, et la vie continue pour tout le monde, sauf pour eux. Le monde entre dans un nouveau millénaire, la technologie évolue à une vitesse folle, mais pour les familles des 5 disparus de la N89, le temps s'est arrêté en juillet 1996. Les anniversaires sont des jours de supplice, les fêtes de fin d'année des rappels cruels des chaises vides autour de la table. L'association Les Yeux sur la route continue ses activités mais avec de moins en moins de visibilité. Ils organisent des marches silencieuses, maintiennent un site internet rudimentaire, mais l'affaire est devenue une cold case, une histoire triste que l'on raconte parfois dans les journaux locaux lors des anniversaires de la disparition. L'espoir de les retrouver vivants s'est éteint depuis longtemps, remplacé par un besoin désespéré de savoir. Savoir ce qui s'est passé où sont leurs enfants, pour enfin pouvoir leur offrir une sépulture. En 2002, 6 ans après la disparition, l'affaire est officiellement classée sans suite. Pour l'administration judiciaire, ce n'est qu'un dossier de plus qui rejoint les archives poussiéreuses des affaires non résolues. Pour les familles, cette décision est un coup de massue, une trahison institutionnelle. C'est elle, État, qui leur dit, en des termes froids et bureaucratiques, que leurs enfants ne valent plus la peine d'être cherchés. Le classement de l'affaire ne met pas fin à leur souffrance. Il la légitime, la transformant en une peine à perpétuité, sans espoir de libération. Le silence de la justice devient plus assourdissant que le silence de leurs enfants. Ils comprennent alors qu'ils sont seuls, et que s'ils veulent un jour obtenir des réponses, ils devront les trouver par eux-mêmes, contre un système qui a déjà tourné la page et oublié les 5 visages souriants de elle, été 1996. Le chagrin qui avait d'abord uni les familles dans une solidarité farouche, commence insidieusement à les diviser. Chaque parent gère la tragédie à sa manière, et ces différences deviennent des sources de friction. Le père d'Antoine, obsédé par la recherche de la vérité, reproche aux autres leur passivité. La mère de Sophie et Chloé, murée dans sa douleur, ne supporte plus les réunions de l'association qui ravivent constamment son traumatisme. Des désaccords éclatent sur les stratégies à adopter. Faut-il engager un détective privé? Faut-il offrir une récompense? Chaque décision est un déchirement. Le lien qui les unissait, la perte de leurs enfants, devient aussi ce qui les éloigne les uns des autres. Ils partagent la même absence, mais vivent dans des enfers personnels et solitaires, incapables de se consoler mutuellement face à l'immensité de leur perte. Le père d'Antoine, Jean-Pierre, incarne cette lutte solitaire. Ancien commercial, il met à profit ses compétences pour mener sa propre contre-enquête. Il retourne inlassablement en Corrèze, des dizaines de fois au fil des ans. Il loue une chambre dans un petit hôtel, et passe ses journées à arpenter la région. Une carte à la main,
interrogeant les habitants avec une patience qui force le respect. Mais il se heurte à un mur. Un mur de méfiance, de regards fuyants et de réponses évasives. Dans les cafés, les conversations s'arrêtent quand il entre. On le regarde comme un étranger, qui vient remuer des secrets qu'il vaut mieux laisser enfouis. Il sent une hostilité sourde, une peur palpable. Les gens savent quelque chose. Il en est convaincu, mais personne ne parlera jamais à cet homme de la ville venu déranger leur tranquillité. Pendant ce temps à Lyon, la mère de Chloé et Sophie, Hélène, vit un deuil suspendu. Elle a transformé la chambre de ses filles en un mausolée. Rien n'a bougé depuis ce matin de juillet 1996. Les lits sont faits, les posters de leurs idoles sont toujours au mur, une pile de magazines pour adolescentes est posée sur un bureau. Chaque jour, Hélène entre dans cette pièce, passe un chiffon sur les meubles, pour enlever une poussière qui n'a pas le droit de se déposer, et s'assoit sur le lit de l'une, puis de l'autre. Elle respire leur odeur, qui s'estompe année après année, s'accrochant aux derniers vestiges de leur présence. C'est son rituel, sa façon de les garder en vie. Mais ce sanctuaire est aussi sa prison, un lieu qui l'empêche d'avancer, la maintenant prisonnière d'un passé qui refuse de mourir. Au début des années 2000, une lueur d'espoir cruelle vient briser la monotonie de leur attente. Un homme contacte l'association, prétendant être un médium. Il affirme avoir des visions, des flashs des jeunes gens séquestrés dans une ferme isolée dans les Pyrénées. Contre une somme d'argent importante, il propose de les guider. Malgré le scepticisme de certains, la détresse est telle que les familles acceptent de payer. L'expédition est organisée. Pendant 2 jours, ils suivent l'homme dans des recherches harassantes, fouillant des granges abandonnées, criant les prénoms de leurs enfants dans le vent glacial des montagnes. L'espoir est palpable, électrique. Mais l'homme finit par avouer qu'il a tout inventé. L'escroquerie est un coup de poignard supplémentaire. Ils ont été floués non seulement de leur argent, mais aussi de ce qui leur restait de plus précieux. L'espoir. Avec le temps, l'affaire des disparus de la N89 devient un marronnier pour la presse locale. Chaque année, à la date anniversaire de la disparition, un article est publié. Toujours le même. On y voit les photos des 5 jeunes, leur sourire figé dans le temps. On y raconte à nouveau l'histoire. On interroge brièvement les parents qui répètent leur appel à témoins. Pour les familles, cette attention médiatique est à double tranchant. Elle permet de ne pas oublier, mais elle transforme aussi leur drame intime en un fait divers. Un feuilleton triste que les gens lisent en buvant leur café avant de passer à autre chose. Leurs enfants deviennent des personnages d'une histoire, et non plus des êtres de chair et de sang. Ils se sentent dépossédés de leur propre histoire, spectateurs impuissants de leur propre tragédie. Le village près duquel la voiture a été retrouvée, s'est enfermé dans un silence de plomb. La station-service des Dubois, avant sa fermeture, était devenue un lieu maudit, que les gens du coin évitaient. Après sa fermeture, elle est devenue une ruine, un squelette de béton et de métal rouillé, qui rappelait à tous le drame. Mais personne n'en parlait. Jamais. Ceci n'était un secret de Polichinelle. Tout le monde se souvenait du caractère violent du fils Dubois, de ses accès de colère, des rumeurs qui couraient sur lui. Tout le monde avait trouvé étrange que le gendarme de l'Aile, Époque, qui avait si vite conclu à une fugue, ait pris sa retraite anticipée peu de temps après, achetant une belle maison sur la côte. Mais la peur et l'habitude de se taire étaient plus fortes que tout. Pour les frères et sœurs des disparus, la vie a dû continuer, mais avec un poids immense sur les épaules. Le frère cadet de Mathieu, par exemple, a vécu toute son adolescence dans l'ombre de ce frère disparu, idéalisé par le chagrin de ses parents. Il se sentait coupable de vivre, de rire, de tomber amoureux. Chaque étape de sa vie, son bac, son permis, son premier travail, était assombrie par la pensée que Mathieu n'aurait jamais cette chance. Il portait la double peine d'avoir perdu son frère, et de devoir vivre pour 2, sous le regard de parents pour qui le fils parfait serait toujours celui qui, était plus là. Cette tragédie n'a pas seulement volé 5 vies, elle a aussi hypothéqué l'avenir et le bonheur de ceux qui sont restés. La quête de la vérité a eu un coup dévastateur, bien au-delà de la douleur émotionnelle. Les familles ont vidé leurs comptes en banque pour financer des recherches privées, des frais d'avocat, l'impression de milliers d'affiches. Jean-Pierre, le père d'Antoine, a perdu sa maison après avoir tout sacrifié. La santé physique de plusieurs parents s'est détériorée à cause du stress chronique, des nuits sans sommeil, de l'angoisse permanente, des maladies cardiaques, des dépressions sévères, des ulcères. Le corps finit par payer le prix que l'esprit ne peut plus supporter. La disparition de leurs enfants ne les a pas seulement brisés psychologiquement, elle les a ruinés financièrement et détruits physiquement, dans un lent processus d'érosion qui a duré plus d'1 décennie. Nous sommes maintenant en 2007. 11 années se sont écoulées, la colère des débuts s'est transformée en une fatigue résignée. Les membres de l'association Les Yeux sur la route sont moins nombreux.
leurs réunions plus espacées. Les parents ont vieilli, leurs visages sont marqués par les années de lutte et de chagrin. Ils n'attendent plus de miracles. Ils espèrent simplement, un jour, avant de mourir, savoir. Savoir où reposent leurs enfants pour pouvoir enfin mettre une pierre sur une tombe, un nom sur une absence. L'affaire est entrée dans le panthéon des cold cases, une énigme destinée à ne jamais être résolue. Le silence semble avoir gagné. Mais quelque part, dans les décombres d'une station-service abandonnée, une vieille valise en cuir attendait patiemment son heure. C'est au printemps 2007 que le destin, ou peut-être le simple hasard, décide de réécrire l'histoire. Le conseil municipal de la petite commune de Corrèze, désireux de tourner la page et de moderniser la zone, vote la démolition de l'ancienne station-service des Dubois. Le bâtiment, à l'abandon depuis près de 10 ans, est devenu une verrue sur le paysage, un monument fantomatique à la tragédie que tout le monde préfère oublier. Le bruit des bulldozers et le fracas du béton qui s'effondre résonnent comme une tentative désespérée d'effacer une cicatrice, de faire table rase du passé. Pour les habitants, c'est la fin d'une ère de malaise. Personne n'imagine alors que, sous les décombres, la vérité n'attendait qu'un coup de pioche pour refaire surface, prête à exhumer les fantômes que l'on croyait à jamais ensevelis. Parmi les ouvriers chargés du chantier se trouve Hervé, un homme de la région la quarantaine, qui se souvient vaguement de l'affaire. Pour lui, ce n'est qu'un travail comme un autre. Alors qu'il déblaye un vieil entrepôt attenant au garage principal, sa pelle mécanique heurte quelque chose de solide, mais qui ne sonne pas comme de la pierre. Intrigué, il descend de sa machine. Sous un amas de vieilles bâches pourries et de pneus usés, il aperçoit le coin d'une valise en cuir brun, lourde et déformée par l'humidité. Elle a été délibérément cachée là, poussée au fond de ce débarras oublié. Un frisson le parcourt. Il sait, instinctivement, que ce qu'il vient de trouver n'est pas anodin. Dans le silence soudain du chantier, seul le vent s'engouffre dans les ruines, comme un murmure venu du passé. Avec l'aide d'un collègue, il sort la valise de sa cachette. La serrure en laiton est rongée par la rouille. D'un coup sec de pied de biche, il la force. L'odeur qui s'en échappe est un mélange âcre de moisi et de temps arrêté. À l'intérieur, des vêtements pliés avec soin, bien que désormais tachés par l'humidité. Des chemises blanches, des foulards rouges, des jeans, la tenue typique des festivaliers des fêtes de Bayonne. Il n'y a plus aucun doute. Cette valise appartenait à l'un des 5 disparus. C'est un lien matériel, tangible, avec eux, 11 ans après. Les vêtements sont comme des reliques, des témoins silencieux d'un voyage interrompu. Hervé sent le poids de l'histoire entre ses mains. Ce n'est plus un simple chantier de démolition. Il vient de profaner une tombe, ou peut-être de découvrir la clé d'une énigme. En fouillant plus attentivement, son cœur s'arrête. Glissé dans la poche intérieure d'une veste en jean, il trouve un petit objet en plastique, léger et anodin. Un appareil photo jetable. Un Kodak FunSaver, modèle typique des années 90. Un objet si commun à l'époque, mais qui, dans ce contexte, devient une capsule temporelle potentiellement explosive. 11 ans. 11 ans passés dans l'humidité, le froid, la chaleur. La pellicule à l'intérieur est probablement voilée, détruite, illisible. Pourtant, le petit compteur de vue indique le chiffre 24. Le rouleau a été utilisé jusqu'à la dernière pause. Cette petite boîte en plastique, si fragile, contient peut-être les dernières images des 5 amis. Les derniers instants de leur vie, capturés sur un film argentique qui a attendu plus d'une décennie dans l'obscurité. Une décision s'impose à Hervé. Il aurait pu simplement remettre la valise et son contenu aux gendarmes et retourner à son travail. Mais quelque chose le pousse à aller plus loin. Un sentiment de responsabilité, une curiosité mêlée de respect pour ces jeunes, dont le visage a hanté la région pendant si longtemps. Il prend une décision qui va tout changer. Il met discrètement l'appareil photo dans sa poche, et, à la fin de sa journée, se rend dans la petite ville voisine, chez le seul photographe qui développe encore des pellicules. Le vieil artisan est sceptique. Développer un film aussi ancien, qui a subi de telles conditions, relève du miracle. Il prévient Hervé de ne pas se faire d'illusions. Mais face à son insistance, il accepte d'essayer, plus par défi professionnel que par conviction. Quelques jours plus tard, le téléphone sonne chez Hervé. C'est le photographe. Sa voix est étrange, hésitante. « Vous devriez venir voir ça », dit-il simplement. Le cœur battant, Hervé se précipite à la boutique. Sur le comptoir, une série de tirages fraîchement développés sont étalés. Par un miracle technique et chimique, une vingtaine de photos ont pu être sauvées. Les premières images sont un coup de poing émotionnel. On y voit Antoine, Chloé, Mathieu, Sophie et Julien.
Ils sont jeunes, beaux, éclatants de bonheur. On les voit rire aux éclats dans la voiture, pique-niquer au bord d'une route, faire des grimaces à l'objectif. C'est la chronique d'un été insouciant, une tranche de vie volée à l'oubli. Pour la première fois depuis 11 ans, ils ne sont plus des visages sur un avis de recherche, mais des jeunes gens pleins de vie. Puis, le ton change brutalement. Les dernières photos sont différentes. L'une d'elles montre le groupe devant la station-service. Leurs sourires ont disparu, remplacés par des expressions d'inquiétude, de contrariété. Ils semblent en pleine discussion. Une autre photo, clairement prise sur le vif, montre Antoine en conversation animée, presque en confrontation, avec un homme plus âgé et massif, que Hervé reconnaît immédiatement, comme étant Marcel Dubois, l'ancien propriétaire. L'avant-dernière image est un gros plan, légèrement flou, du visage du fils Dubois, l'air menaçant, le regard noir. C'est un instantané de pure hostilité. La dernière photo est entièrement noire. Un vide absolu. Un point final terrifiant qui ne capture rien, mais qui dit tout. La fugue n'a jamais existé. La vérité était là, à quelques mètres de la voiture abandonnée, et elle vient de refaire surface. Hervé le maçon au grand cœur ne se rend pas à la gendarmerie locale. Un instinct de méfiance, nourri par des années de rumeurs étouffées, le guide. Il sait que confier cette découverte aux autorités du coin serait comme remettre les clés du poulailler au renard. À la place, il cherche sur Internet et trouve le numéro de l'association Les Yeux sur la route. C'est Jean-Pierre, le père d'Antoine qui décroche. En entendant la description de la valise et de l'appareil photo, un silence de mort s'installe à l'autre bout du fil, suivi d'un sanglot rauque, celui d'un homme qui n'a pas pleuré depuis des années. Pour la première fois en 11 ans, il ne s'agit pas d'un faux espoir ou d'un témoignage douteux, mais d'un objet tangible, une preuve irréfutable que la vérité n'a pas été entièrement effacée. 11 ans de doute, de culpabilité et d'accusations voilées, balayés par le flash d'un appareil photo jetable. Armés de ces images fantomatiques mais accablantes, Jean-Pierre et les autres familles ne répètent pas les erreurs du passé. Ils savent que le système local est compromis. Ils contactent directement un grand quotidien national et un avocat pénaliste réputé de Paris. L'effet est immédiat et dévastateur. L'histoire fait la une. Les photos des Dubois, menaçants, sont juxtaposées au sourire radieux des 5 jeunes. Le scandale est tel que le ministère de la Justice ne peut plus l'ignorer. L'affaire est officiellement rouverte, mais cette fois, elle est arrachée à la juridiction de la Corrèze. Le dossier est confié à la section de recherche de la gendarmerie de Bordeaux, une unité des élites spécialisée dans les crimes complexes et les cold cases. Pour la première fois, des enquêteurs totalement indépendants, sans lien avec la région, vont poser un regard neuf sur cette histoire que l'on croyait enterrée. L'arrivée des enquêteurs de Bordeaux dans le petit village est un événement en soi. Des voitures banalisées, aux plaques d'immatriculation étrangère au département, se garent devant la mairie. Les hommes qui en descendent sont discrets, professionnels, et leur regard ne trahit aucune émotion. Ils ne sont pas là pour écouter les ragots, mais pour trouver des faits. Leur première action est de réquisitionner l'intégralité du dossier original de 1996. En quelques heures de lecture, les failles de l'enquête initiale leur sautent aux yeux. Des témoignages clés ignorés, des pistes évidentes non explorées, et surtout, l'interrogatoire bâclé de Marcel Dubois et de son fils. La thèse de la fugue, si commode en 1996, apparaît désormais pour ce qu'elle est. Une négligence criminelle, ou, pire, un acte délibéré pour protéger des coupables. La deuxième étape est de faire expertiser à nouveau la Peugeot 205 rouge, qui croupit depuis 11 ans dans un hangar de la gendarmerie. Un mécanicien expert, habitué aux techniques modernes d'investigation, est dépêché de Bordeaux. Son verdict tombe en moins d'une journée, et il est sans appel. Le bruit étrange que la voiture faisait, celui qui a poussé Antoine à s'arrêter, n'était pas une panne fortuite. La durite d'alimentation en essence a été sectionnée. Une coupure nette, précise, faite avec une pince coupante, et non une usure naturelle. La coupe a été faite de manière à provoquer une fuite lente, garantissant que la voiture tomberait en panne quelques kilomètres plus loin, mais pas immédiatement. Le piège avait été méticuleusement préparé. Les 5 amis n'ont pas eu de malchance, ils ont été délibérément conduits à s'arrêter à cet endroit précis. Parallèlement, les enquêteurs financiers se penchent sur le cas de l'adjudant qui a mené l'enquête initiale en 1996, et qui a pris une retraite anticipée et confortable peu de temps après. En épluchant ses comptes bancaires, il découvre une anomalie flagrante. Dans les 6 mois qui ont suivi la disparition, plusieurs dépôts importants en espèces, sans aucune justification de revenus, ont été effectués sur son compte. Au total, près de 300 000 francs, une somme colossale pour elle, époque, et pour un simple sous-officier.
l'argent lui a permis d'acheter une villa sur la Côte d'Azur, où il vit depuis. Le lien est fait. Le silence et l'incompétence de la gendarmerie locale, n'étaient pas le fruit du hasard. Ils avaient été achetés. La conspiration prend alors une nouvelle dimension, celle d'une corruption institutionnelle, qui a sacrifié la vérité sur l'autel de l'argent. Fort de ces nouvelles preuves, les photos, la sabotage, la corruption les enquêteurs de la section de recherche retournent au village. Mais cette fois, l'ambiance a changé. Ils ne posent plus de questions, ils présentent des faits. Ils convoquent un par un les habitants qui vivaient là en 1996. Face aux photos des Dubois, beaucoup baissent les yeux. Le mur du silence, si solide pendant une décennie, commence à se fissurer. Sous la pression, des langues se délient. On parle de la violence notoire du fils Dubois, de ses accès de rage incontrôlables, surtout quand il avait bu. Et un nom revient sans cesse, celui d'un jeune apprenti mécanicien qui travaillait à la station Alpel, époque, un garçon timide, qui avait quitté la région sans un mot quelques mois après le drame, comme s'il fuyait quelque chose. Cet ancien apprenti, Léo Martin, est rapidement localisé. Il vit désormais dans le nord de la France, marié, père de 2 enfants, menant une vie discrète d'ouvrier d'usine. Les enquêteurs ne débarquent pas chez lui avec fracas. 2 d'entre eux se présentent à sa porte un soir, en civil. Il s'assoit dans sa cuisine, et étale sur la table les preuves, une par une. La photo du visage menaçant du fils Dubois. Le rapport d'expertise de la Peugeot 205. Les relevés bancaires du gendarme corrompu. Il ne l'accuse pas. Il lui expose les faits, froidement, et lui pose une simple question. 11 ans, Léo. 11 ans que tu vis avec ça. N'est-il pas temps de libérer ta conscience ? Le visage de Léo se décompose. L'homme qu'il est devenu s'effondre, laissant place au jeune homme terrifié qu'il était en 1996. Les larmes qu'il retient depuis plus d'une décennie commencent à couler. La confession de Léo Martin n'est pas un torrent, mais un filet d'eau boueuse qui, échappe d'une digue sur le point de rompre. Assis dans sa cuisine, face aux 2 enquêteurs impassibles, il commence à parler d'une voix brisée, presque inaudible. Il raconte la peur. Une peur qui a duré 11 ans, qui a empoisonné chaque moment de joie de sa vie d'adulte. Il explique qu'il, était qu'un gamin à l'époque, 17 ans, impressionné et terrifié par le fils Dubois, un tyran local qui le traitait comme son larbin. Il n'a rien fait, jure-t-il, il n'a fait qu'obéir et se taire. Il décrit la scène de ce soir de juillet, les 5 jeunes arrivant à la station, inquiets pour leur voiture. L'ambiance était encore légère, mais le piège, lui, était déjà refermé sur eux. Il ne le savait pas encore, mais il allait devenir le témoin muet d'une descente aux enfers. Le conflit a éclaté pour une raison à la fois banale et fatale. Antoine, étudiant en droit, a vite compris que la panne n'était pas accidentelle. Il a vu la coupure nette sur la durite et a accusé le fils Dubois de sabotage, probablement pour leur facturer une réparation exorbitante. La confrontation a eu lieu devant le garage. Le ton est monté très vite. Le fils Dubois, vexé dit être démasqué devant ses amis et les autres clients, a nié avec véhémence. L'altercation est devenue une question d'honneur pour lui, une humiliation publique qu'il ne pouvait tolérer. Léo se souvient de la tension palpable, de Chloé qui tentait de calmer Antoine, de Mathieu qui se mettait en retrait, analysant la situation avec une inquiétude grandissante. Était un engrenage infernal, la fierté d'un jeune homme de la ville contre l'orgueil brutal d'un caïd de campagne. La violence a été soudaine, disproportionnée, irréversible. Dans un accès de rage aveugle, le fils Dubois a saisi une lourde clé à pipe, qui traînait sur un établi, et a frappé Antoine à la tempe. Un seul coup. Le bruit mat, suivi du silence stupéfait, hante encore les nuits de Léo. Antoine s'est effondré sans un cri, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Le sang a commencé à écouler sur le béton poussiéreux du garage. Le temps s'est suspendu. Les 4 amis restants étaient paralysés par l'horreur, leurs cris étouffés dans leur gorge. Le fils Dubois, lui, regardait ses mains, puis le corps inerte à ses pieds, avec une expression de pure incrédulité, comme s'il ne réalisait pas l'acte qu'il venait de commettre. C'est à ce moment-là que son père, Marcel, est sorti de son bureau. Le regard de Marcel Dubois, selon Léo, n'a pas trahi la moindre panique. Était un regard froid, calculateur, celui d'un homme habitué à résoudre les problèmes par les moyens les plus expéditifs. Il a vu son fils, le corps d'Antoine, et les 4 témoins terrorisés. En quelques secondes, sa décision était prise. Il ne s'agissait plus de protéger son fils d'une accusation d'homicide involontaire.
Il s'agissait d'effacer le problème à sa racine. Il a jeté un regard à Léo et à un autre employé, un saisonnier, un regard qui ne laissait place à aucune désobéissance. « Rentrez-les à l'intérieur », a-t-il ordonné d'une voix blanche. « Personne ne doit rien voir. » La station-service, lieu de passage et de vie, venait de se transformer en abattoir. Le destin de Chloé, Mathieu, Sophie et Julien était scellé. Ce qui a suivi, Léo le raconte par bribes, le visage enfoui dans ses mains. Poussés par la peur, les 4 jeunes ont été enfermés dans l'entrepôt à l'arrière. Léo se souvient des pleurs de Sophie, des supplications de Chloé. Marcel Dubois a agi avec une efficacité glaçante. Il a attendu la tombée de la nuit, le départ des derniers clients, puis, avec son fils et l'autre employé, il est entré dans l'entrepôt. Léo, à qui on avait ordonné de faire le guet, a tout entendu. Les bruits de lutte, les cris étouffés, puis le silence. Un silence de mort, absolu et définitif. Ils ont été tués pour ne pas parler, pour que le secret de la mort d'Antoine soit enterré avec eux. Leurs vies ont été sacrifiées sur l'autel de la réputation d'une famille qui régnait par la peur sur ce petit coin de France oublié. L'opération de dissimulation a été tout aussi méthodique. Sous la direction de Marcel, ils ont travaillé toute la nuit. Les 5 corps ont été chargés dans une vieille camionnette. Les bagages, la valise, tout ce qui pouvait les relier à leur passage a été rassemblé. La voiture a été déplacée sur le chemin de terre isolé pour faire croire à une fugue. Puis, ils se sont rendus sur une vieille parcelle appartenant à la famille Dubois, à plusieurs kilomètres de là, où se trouvait un puits asséché, abandonné depuis des décennies. Un par un, les corps des 5 amis ont été jetés dans le noir, avant que le puits ne soit comblé de gravats et de terre. Marcel a ensuite passé un appel. Léo l'a entendu parler à voix basse, donnant des instructions. Le lendemain, l'adjudant de gendarmerie est venu à la station, a posé quelques questions de pure forme et a conclu à une fugue. Le crime parfait était accompli. Guidés par les indications précises et tremblantes de Léo Martin, les enquêteurs de la section de recherche se rendent sur la parcelle, désormais envahie par les ronces. Une équipe de techniciens en identification criminelle et un archéologue sont dépêchés sur place. Pendant 2 jours, sous le regard des caméras tenues à distance et des familles qui attendent dans une angoisse insoutenable, une pelleteuse creuse méticuleusement à l'emplacement indiqué. Puis, un cri. Un ossement humain vient être mis au jour. Le travail se poursuit à la main, avec une infinie précaution. Bientôt, ce sont 5 squelettes qui sont exhumés de cette tombe improvisée. Les analyses ADN confirmeront quelques jours plus tard ce que tout le monde sait déjà. Ce sont bien les restes d'Antoine, Chloé, Mathieu, Sophie et Julien. 11 ans après, leur long voyage s'achève enfin, au fond d'un puits sec, sous le silence complice de la campagne corrézienne. L'arrestation des Dubois, père et fils, ainsi que de l'ancien adjudant de gendarmerie, a l'effet d'un séisme dans la petite commune et dans toute la France. Les 2 hommes, qui avaient régné sur la région par la peur et l'intimidation pendant des décennies, sont sortis de leur maison menottes au poignet, le regard vide, leur aura d'invincibilité définitivement brisée. L'ancien gendarme est quant à lui appréhendé dans sa luxueuse villa de la Côte d'Azur, son havre de paix acheté avec l'argent du sang et du silence. Pour les habitants du village, c'est la fin d'un long règne de terreur tacite. Le secret que tout le monde suspectait mais que personne n'osait formuler, est enfin révélé au grand jour, et avec lui, un sentiment mêlé de soulagement et de honte collective, pour avoir laissé faire, pour avoir détourné le regard pendant toutes ces années. Le procès qui s'ensuivit, fut une épreuve d'une violence inouïe pour les familles. Assises chaque jour sur les bancs des parties civiles, elles ont dû écouter les détails sordides des dernières heures de leurs enfants, décrits avec une précision clinique par les médecins légistes. Elles ont dû affronter le regard glacial et sans remords du fils Dubois, et le déni arrogant de son père. Le témoignage de Léo Martin, l'ancien apprenti, fut le moment le plus poignant. En larmes, la voix brisée par une culpabilité qui l'avait rongé pendant 11 ans, il a raconté l'enchaînement fatal, la brutalité insensée et la dissimulation méthodique. Pour la première fois, les familles pouvaient mettre des mots, une chronologie, sur l'horreur. Ce N était plus un vide angoissant, mais une vérité concrète, insupportable mais nécessaire pour avancer vers le deuil. Le verdict tombe après plusieurs semaines de débats intenses. Le fils Dubois est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pour les 5 assassinats. Son père, Marcel, écope de 20 ans de réclusion pour complicité et recel de cadavres. Il mourra en prison quelques années plus tard, emportant avec lui une partie de ses secrets. L'ancien adjudant de gendarmerie est condamné à 7 ans de prison ferme pour corruption et obstruction à la justice, un verdict exemplaire qui envoie un message fort. Dans la salle d'audience, il n'y a pas de cris de joie de la part des familles. Seulement des larmes silencieuses, des étreintes épuisées.
La justice a été rendue, mais elle ne leur ramènera jamais leurs enfants. Le marteau du juge a mis un point final au chapitre judiciaire, mais pas à leur douleur. 11 ans après leur disparition, Antoine, Chloé, Mathieu, Sophie et Julien ont enfin droit à des funérailles. Une cérémonie unique est organisée à la cathédrale de Lyon, leur ville d'origine. 5 cercueils blancs, alignés devant l'autel, symbolisent la jeunesse fauchée et l'amitié brisée. Des milliers de personnes, amis, anonymes touchés par leur histoire, sont venus leur rendre un dernier hommage. Les parents, dignes dans leur immense chagrin, reçoivent les condoléances. Jean-Pierre, le père d'Antoine, qui a consacré sa vie à cette quête, s'effondre en touchant le cercueil de son fils. Hélène, la mère de Chloé et Sophie, serre contre elle une photo de ses 2 filles souriantes. Ce jour-là, sous un ciel gris de Lyon, ils n'enterrent pas seulement leurs enfants, mais aussi 11 années d'incertitude, de faux espoirs et de lutte acharnée. Pour les familles, la vie après le procès est un nouveau commencement, étrange et douloureux. La quête qui avait consumé leur existence a pris fin, laissant un vide immense. Jean-Pierre, le guerrier infatigable, doit réapprendre à vivre sans sa mission. Il se consacre à l'association, aidant d'autres familles à ne pas connaître le même calvaire. Hélène, la mère des 2 sœurs, trouve la force, un dimanche après-midi, d'entrer dans la chambre de ses filles et de commencer à ranger leurs affaires. Ce n'est pas un acte d'oubli, mais un acte d'amour. Elle transforme le mausolée en un lieu de mémoire apaisé, où les souvenirs heureux peuvent enfin prendre le pas sur l'angoisse de l'absence. La douleur ne disparaît jamais, mais elle change de nature, devenant une cicatrice qui rappelle la profondeur de l'amour perdu. L'affaire des disparus de la N89 a laissé une marque indélébile sur la société française. Le scandale de l'enquête initiale bâclée et de la corruption a conduit à une prise de conscience nationale. Inspirée par le combat des familles, une nouvelle loi est votée, la loi Sophie et Chloé, qui réforme en profondeur les protocoles d'enquête sur les disparitions inquiétantes, imposant une coordination nationale et des moyens accrus dès les premières heures. Sur le terrain de l'ancienne station-service, il n'y a plus de béton ni de pompe à essence. À la place, un petit mémorial a été érigé. 5 jeunes chênes ont été plantés. Auprès d'eux, une simple plaque de pierre sur laquelle on peut lire « La jeunesse est un voyage, pas une destination ». En mémoire de la génération 96. Le combat des familles a donc pris fin, mais leur deuil, lui, est entré dans une nouvelle phase, plus apaisée, mais tout aussi profonde. La vérité, si brutalement révélée, n'a pas ramené leurs enfants, mais elle a chassé les fantômes de l'incertitude qui les hantaient depuis plus d'une décennie. Jean-Pierre a pu cesser être un détective pour redevenir un père en deuil, trouvant un nouveau but en aidant d'autres familles confrontées au silence des institutions. Hélène a transformé la chambre de ses filles en un lieu de souvenirs heureux, où les rires d'antan résonnent plus fort que écho de la tragédie. Ils ont appris à vivre non pas sans leurs enfants, mais avec leur absence, une présence silencieuse, qui a redéfini les contours de leur existence. La justice leur a offert une conclusion, mais c'est l'amour qui leur a permis de survivre à la vérité. Pour la petite communauté de Corrèze, la cicatrice est restée visible, une marque de honte collective qui a mis des années à s'estomper. Le procès a brisé le mur du silence, mais il a aussi révélé la lâcheté et la complicité tacite d'un village qui avait préféré la tranquillité à la vérité. Le nom des Dubois est devenu une malédiction locale, un rappel constant de la noirceur qui peut se cacher derrière la façade la plus ordinaire. Les habitants ont dû apprendre à vivre avec le fait qu'une telle horreur avait pu se produire chez eux, sous leurs yeux. Pour les nouvelles générations, l'histoire des disparus de la N89 n'est plus une rumeur étouffée, mais une leçon douloureuse sur le prix du silence et le courage qu'il faut pour le briser. Un héritage sombre qui les obligera à jamais, à ne plus détourner le regard. Au-delà du village et des familles, l'onde de choc de cette affaire a redéfini la manière dont la France traite ses disparus. La loi Sophie et Chloé n'est pas qu'un texte administratif, elle est le fruit d'une décennie de larmes et de colère, la reconnaissance institutionnelle qu'aucune famille ne devrait jamais avoir à mener seule une telle bataille. Elle a forcé les différentes juridictions de police et de gendarmerie à collaborer, à partager l'information et à traiter chaque disparition inquiétante avec l'urgence qu'elle mérite. Le sacrifice insensé de ces 5 jeunes vies a, de la plus tragique des manières, potentiellement sauvé celle des autres. Leur histoire est devenue un cas d'école, un symbole puissant rappelant que derrière chaque dossier classé, il y a une souffrance humaine qui ne s'éteint jamais. Ainsi, la mémoire d'Antoine, Chloé, Mathieu, Sophie et Julien perdure. Elle n'est plus figée sur les photos jaunies d'un avis de recherche, mais elle vit dans la jurisprudence qui protège les autres, dans le courage des familles qui continuent de se battre, et dans ces 5 chaînes,
qui grandissent lentement vers le ciel, sur les ruines d'une station-service où leur voyage s'est arrêté. L'appareil photo jetable, ce petit objet anodin, a été plus puissant que le complot des hommes, et elle, érosion du temps. Il nous a rappelé qu'aucune vérité ne reste enfouie pour toujours, et que même dans l'obscurité la plus totale, une simple étincelle de lumière peut suffire à rendre justice. Leur histoire n'est plus celle d'une disparition, mais celle d'une vérité retrouvée. Si vous pensez, comme nous, qu'aucune victime ne devrait être oubliée, et que la quête de la vérité est un combat essentiel, nous vous invitons à partager cette vidéo. Elle est un hommage à la persévérance de ceux qui refusent d'abandonner. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres enquêtes approfondies sur des cas qui méritent d'être racontés, pour que plus jamais le silence ne puisse l'emporter. Merci de nous avoir écoutés.